La base virale VPS a été mise à jour. Bonjour. La nouvelle puissance des objets de jouissance collective, comme l'iPhone, l'iPad, les réseaux sociaux, Google, Twitter, Facebook, mis à la disposition du commun des mortels et qui procurent une assurance de jouissance sans pareille dans l'histoire des sociétés humaines. En effet, les nouveaux moyens d'expression, de communication collective, de sociabilité partagée dépassent les clivages entre les nations et se jouent même des frontières. Ne sont-elles pas à l'origine des révolutions arabo-musulmanes, mais aussi de la diffusion de la haine à l'échelle mondiale par les prêches des fanatiques salafistes et autres nazis qui se cachent dans l'anonymat des réseaux sociaux. Or aujourd'hui, il est rare de ne pas rencontrer dans notre quotidien un enfant, un adulte, qui ne soit pas esclave du symbole de cette nouvelle humanisation. Nous sommes tous devenus addicts, dépendants de ces portables et autres iPads. Autrefois, on exhibait les marques. Aujourd'hui, on exhibe les portables. Avant, nous étions des fidèles d'associations, de synagogues, de mosquées, de clubs, de cercles de jeux. Aujourd'hui, la norme, c'est d'être vendable, c'est d'être commerciable, de participer à un système d'échange, à un marché, y compris pour le commerce amoureux. Que cherchez-vous? Un billet d'avion? Une âme sœur à vendre? Votre canapé ou acheter une maison en Israël? Il n'y a qu'à cliquer. La magie est au bout du clic. La jouissance est à portée de main. Avant, on recommandait une sagesse, un chemin à suivre. Aujourd'hui, il n'y a plus de chemin dans lequel on s'engage. Il y a le clic et c'est tout. Bonjour. Notre société moderne est en quête de bonheur. Or, un peu partout en Occident, on se trouve face au paradoxe suivant. Qui veut que la souffrance intérieure, psychologique, affective, survienne aujourd'hui dans un contexte de richesse matérielle. Et ceci parce que de nombreux facteurs interviennent. Le premier, c'est l'urbanisation de la société moderne. Une grande concentration de gens vivant à proximité les uns des autres. Un plus grand nombre de machines plutôt que solliciter la main-d'œuvre et l'aide d'autrui. Autrefois, pour la récolte, le paysan faisait jadis appel aux membres de sa famille. Aujourd'hui, il téléphone au bureau de placement. Tout se passe comme si la vie moderne s'organisait pour se passer des autres. L'ambition est de posséder sa maison. L'ambition est de posséder sa voiture, afin d'être aussi indépendant que possible. Il en résulte ce sentiment que notre avenir dépend moins de notre voisin que de notre employeur, et l'idée que les autres n'ont pas d'importance pour notre bonheur implique que leur bonheur aussi nous est indifférent. Le deuxième point, c'est que la rhétorique de la croissance économique renforce cette tendance à la compétitivité et à la convoitise, source de mal-être, d'anxiété, voire même d'insatisfaction. La science, en remplaçant la religion en tant que source ultime de la connaissance dans l'esprit des gens, la science elle-même commence d'ailleurs à prendre des allures de religion, et certains de ses adeptes, souvent voyant le danger
de placer une foi aveugle dans ses principes et de devenir même intolérant à l'égard de toute autre approche. Alors que la science nous aide à prévoir les conséquences probables de nos actes, elle est incomparable et elle est incompatible de nous dire comment nous devons agir normalement. La science est incapable de me dire quelle est la cause réelle de la conscience et quels sont ses effets, qui nous viennent du dehors, comme les guerres, la violence, ou du dedans, comme la souffrance effective, psychologique. Nos problèmes resteront sans solution aussi longtemps que nous continuerons à ignorer notre dimension intérieure. Merci de votre écoute. Bonjour. Aujourd'hui, on nous parle beaucoup de la méthode de la procréation médicalement assistée, qu'on appellera la PMA, ou bien de la gestation pour autrui, qu'on appellera la GPA. Avant de répondre à ces questions d'actualité, précisons d'abord de quoi s'agit-il et surtout quelles sont les conséquences halachiques de la PMA ou de la GPA. En cas d'infertilité d'un couple, la loi française autorise à faire appel à un donneur anonyme et un encadrement médical pour fabriquer l'embryon. À la fin du processus, l'embryon est toujours porté in utero par la future mère de l'enfant. Il est à rappeler que les progrès scientifiques immenses réalisés dans la procréation médicalement assistée ou dans le génie génétique ne sont nullement en contradiction avec les principes de la foi juive. Parce que la foi juive affirme que l'homme a été créé par le Saint béni soit-il à partir d'une création ex nihilo, alors que les techniques de procréation actuelles partent toutes d'un matériau déjà existant. De plus, ces mêmes techniques ne prétendent nullement résoudre l'énigme mystérieuse de la vie, qui demeure un événement et non un processus. Le judaïsme exhorte l'homme à transformer la nature, à procéder à des expériences de tout processus naturel, puisqu'il est le partenaire privilégié de Dieu dans l'œuvre de la création, pour amener le monde à son tikkun, à sa plénitude. Et celui qui s'en priverait est appelé pécheur, nous dit le traité Ta'anit au chapitre 11. Aussi la loi juive fixe de la même façon qu'il est interdit de proclamer pur ce qui est impur, il est aussi interdit de rendre impur ce qui est pur. En matière médicale, ce qui est permis devient obligatoire. Le médecin a l'ordre de guérir, verapo hiérapé d'après le commandement, et le patient doit être guéri d'après le commandement Venishmartem me'od enafshotechem, vous ferez attention à vos vies. Il y a, dans le cas où par exemple la paix du ménage est en jeu, si la médecine n'intervient pas, et pour faire régner la paix dans le couple, la Torah permet même que le nom de Dieu soit effacé, a fortiori pour aider un couple à avoir un enfant. À la lumière de ce qui vient d'être dit, nous analyserons les processus de fertilisation et de fécondation en cours, notamment la fécondation in vitro, quelles sont les limites imposées par la Torah, et dans le cas contraire, quelles sont les obligations faites aux médecins, d'après le principe tu aimeras ton prochain comme toi-même, et celui de tu feras le bien et le bon. Merci. Dans le domaine de la procréation médicalement assistée, la PMA, il y a lieu d'intervenir
avec la plus grande des prudences et la plus grande des maîtrises, car tout échec à Dieu ne plaise peut transformer le moment de la création de l'être humain qui demeure un événement empreint de sainteté à un simple travail de laboratoire insipide. La vie du couple sublimé, base ultime de l'union entre un homme et une femme en présence de Dieu, risque de devenir un exercice de laboratoire où les femmes deviennent des incubateurs naturels, prêtes à louer leur ventre, leurs ovocytes, sans le sentiment maternel, sans l'amour filial qui accompagne toute venue au monde en cas d'accouchement. En fin de compte, la fin programmée de la cellule familiale est l'appel à une sexualité débridée sans limite. La fécondation in vitro, qu'on appellera la FIV, c'est une technique de la procréation médicalement assistée, de la PMA, et de transfert d'embryons. Elles peuvent être pratiquées selon deux formules: les cellules des deux conjoints exclusivement, insémination artificielle avec sperme du conjoint, qu'on appellera IAC, LIAC, ou alors avec un don de cellules, c'est-à-dire insémination artificielle avec un sperme du donneur. On appellera ça l'IAD, insémination artificielle donneur. Dans l'IAC, l'insémination artificielle avec sperme du conjoint, Rav Ovadia Yosef, l'un des grands décisionnaires de cette génération, permet, à condition de bien cerner le sperme du mari et surtout de ne pas le mélanger à un sperme étranger. Dans le cas où le couple n'a aucune possibilité d'avoir des enfants, de la même façon que l'insémination étant permise, d'autres décisionnaires, pour des raisons éthiques, interdisent même l'insémination artificielle avec sperme du conjoint. Dans le cas de l'IAD, c'est-à-dire avec sperme du donneur, une majorité de décisionnaires rejettent cette technique pour plusieurs raisons d'ordre éthique. Par exemple, si le donneur n'est pas le père, possibilité de trafic d'embryons, que faire des embryons non implantés, manipulation de la vie dès son commencement, congélation des embryons, quel est le statut juridique et moral de l'embryon, devenir un embryon congelé, notamment en cas de décès du père, confusion de la notion de paternité et de maternité, femme portant l'enfant dans son ventre, donneur de sperme, donneur d'ovules, qui est le père, qui est la mère, bref. Nous sommes dans le monde de la confusion, où l'un des frères a des chances non négligeables d'épouser sa sœur. Est-ce là le monde que nous souhaitons pour nos enfants et nos petits-enfants? Il y a lieu de réfléchir. Nous avons tous le sentiment que tout s'accélère autour de nous et que le rythme de notre vie est devenu celui d'une course folle. On mange plus vite, on communique plus vite, on travaille plus frénétiquement, on dort moins. En un siècle, notre vitesse de communication a augmenté de 107%, celle des transports de 102%, celle du traitement de l'information de 1010%. La technique, cependant, nous permet de faire des choses plus vite. Mais pourquoi ce temps gagné ne se monnaie-t-il pas en temps libre? Pourquoi avons-nous le sentiment, à mesure que nous allons plus vite, d'avoir moins de temps? Tel est le paradoxe de l'accélération du temps. L'homme débordé est la nouvelle figure de l'humanité rencontrée dans les rues de nos mégapoles. Certains pensent que l'accélération est le produit de la nouvelle révolution industrielle qui tend à nous soumettre au cycle infernal de la consommation. La stratégie pour contrer cette accélération
est résumée dans les maximes de nos pères. Ezehu Ashir Hasameach Bechelko. Quel est l'homme riche? C'est celui qui sait se contenter, se réjouir du sort qui lui est dévolu. L'évolution technique est devenue gravement toxique pour les sociétés comme pour les individus. Le mode de vie américain planétaire est devenu consumériste. Il épuise les ressources naturelles, mentales, sociales, culturelles, environnementales et détruit les rapports intergénérationnels. Il détruit l'investissement, puisque la spéculation est une affaire de vitesse et l'investissement est une projection non plus dans le long terme mais dans le court terme. L'homme est-il seulement l'homo economicus? N'est-il pas surtout créé à l'image de son créateur? Est-ce que la vitesse technique va-t-elle empêcher demain de penser? Va-t-elle prendre de vitesse l'âme des êtres humains pour les soumettre à cette guerre économique mondiale déclarée dès la fin des années 70? Rappelons l'essentiel, que l'adoption d'une nouvelle technique qui permet d'accroître une performance de vitesse n'est bénéfique que lorsqu'elle est mise au service de l'invention d'une nouvelle forme de savoir, d'une nouvelle forme de vie. Merci.